Histoire salée. Le podcast mer de France Bleu Brésil. La vraie aventure, c'est de ne pas savoir où je vais arriver. Je vais arriver, mais j'espère surtout que le chemin ne sera pas celui que j'avais dessiné à l'origine. Dès son plus jeune âge, Anne Kéméré navigue en famille dans les eaux bretonnes. Son bac en poche, elle part aux États-Unis pour travailler dans le tourisme, parcourt le continent nord-américain, l'Inde, l'Asie, puis décide de revenir dans sa Bretagne natale au début des années 2000. Le début de ses aventures, c'est dans sa maison du bout du monde que je suis allé la rencontrer. Ça y est, je viens d'arriver chez Anne Kéméré. Il y a un petit portail gris. On est à Primelin, dans le Cap Sizun, à la Pointe Bretonne, pas très loin de la Pointe du Raz, avec forcément une maison avec vue sur la mer. Et donc on va aller chez Anne Kéméré qui nous attend. Bonjour Anne. Bonjour Jérôme. On peut rentrer? Mais je t'en prie, je t'en prie. Coucou les chiens. Te voilà dans ma gentilhommière. Merci de nous accueillir, c'est Mon sympa. panty du bout du monde. On a plein d'histoires à se raconter. Mais oui, un petit café chaud. Volontiers, je veux Assieds-toi bien. si tu veux. Ouais, c'est sympa. La toute première aventure, c'était une traversée de l'Atlantique à la rame. Oui, c'était en 2001. Je suis partie des Canaries pour les Antilles, à la rame et en solo. Donc c'était pour moi en tout cas une première transatlantique. Et en solitaire et totalement, puisque les autres transatlantiques, je les avais fait en avion, comme les gens le font habituellement. Voilà, c'est ça. Je rentrais des États-Unis où j'avais vécu pendant un peu moins de 12 ans. Et c'est vrai qu'en rentrant en Bretagne, je pense qu'il y avait un vrai retour aux sources. Pendant l'été, c'est vrai que j'avais pris goût aux avirons. Je trouvais ça assez sympa, ce geste un petit peu rythmé, lent. Et quand l'automne est arrivé, je ne suis pas repartie aux États-Unis. J'ai décidé de rester en Bretagne. J'ai continué à ramer et à faire des allers-retours la Forêt-Fouesnant, les Glénans, la Forêt-Fouesnant. En regardant les Glénans et un peu au-delà, je me suis dit, mais tiens, ce serait quand même bien sympa de m'offrir une espèce de transition, je sais pas, c'est une sorte de pèlerinage. Moi, je voyais vraiment ça comme un moyen de couper peut-être avec la vie d'avant et une ouverture sur une vie d'après que je ne connaissais pas encore. L'aviron est vraiment quelque chose d'extrêmement lent. Il y avait cette envie de voyage. Et pour moi, le voyage, c'est la lenteur avant tout. La lenteur, c'est-à-dire que le temps devient élastique, qu'on a le temps aussi de peut-être faire un petit bilan et de voir un peu où on a été, ce qu'on a vu et ce qu'on a envie de faire, ou en tout cas quels sont les projets à venir. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé sur ce premier voyage. Alors, c'est vrai que ça peut paraître dingue pour quelqu'un qui ne navigue pas de se dire pourquoi elle n'est pas partie plutôt marcher dans un désert, faire un trek dans un monastère. Et c'est vrai que j'ai pensé à tout ça. Mais il y avait cette idée de quitter la terre. Et comme la mer est un univers qui m'est familier depuis toujours, parce que j'ai toujours navigué, j'avais aussi envie de retrouver quelque chose qui était de l'ordre de mes racines. Et voilà, je me suis embarquée sur ce voyage un peu fou. Pour moi, c'était un seul voyage. Une fois que ce voyage était accompli, j'arrivais aux Antilles, je rentrais en Bretagne et puis je reprenais un rythme de vie plus standard. Sauf qu'il s'est passé des tas de trucs au milieu de ce voyage et qu'à l'arrivée, après m'être un peu reposée, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Et assez naturellement, je me suis dit, mais finalement, je suis à ma place. C'est là où je suis en tout cas le mieux. Le voyage, très rapidement, je dirais qu'au bout d'une semaine, parce que c'est à peu près ce qu'il faut pour s'amariner, on est sur un bateau qui fait 6 mètres de long, mais dans ces 6 mètres, il n'y en a vraiment que 3 qui sont habitables, on va dire. Qui sont le poste de nage et puis la petite cabine dans laquelle on peut s'abriter. Et ça a été pour moi vraiment le bonheur entre cette espèce d'ultra-consumérisme américain où je m'entourais de tout ce qui était moderne évidemment, de me retrouver sur un bateau où il n'y avait rien.
Mais il y avait tout, en fait. Il y avait l'essentiel. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux. En fait, on a besoin de rien. Si on veut vraiment retrouver les sensations de qui on est, de cette espèce d'adaptabilité qui est la nôtre, il n'y a que la mer pour nous l'apprendre, ou en tout cas, il n'y a que la nature pour nous l'apprendre. Et cette mer qui est sans cesse en mouvement et qui nous oblige à nous adapter, non pas à ce que va être la semaine, mais à ce que va être l'heure suivante. Et ça, c'est assez fabuleux parce que d'un seul coup, on n'est plus dans le projet d'un objectif à long terme. On est vraiment à vivre au jour le jour. Et ce jour le jour, c'est un peu comme le geste de l'aviron, c'est comme un battement de cœur. On a parfaitement conscience d'être vivant au moment où on l'est. J'ai trouvé ça complètement fabuleux parce que je crois que je n'avais pas eu le temps de me poser pendant ces 12 années. J'étais toujours dans les avions, dans le tourisme, donc avec beaucoup de gens avec moi tout le temps. Et finalement, je ne me posais plus, j'avalais la vie, mais sans vraiment m'en rendre compte. Et en étant quand même très, très éloignée de la nature. Et je crois que ça m'avait vraiment manqué. Donc ça a été un premier... un sursaut de vie ou quelque chose qui m'a permis de retrouver cette espèce de rythme de la vie et de l'existence que j'avais envie de mener. Comme tu en parles, en fait, c'est ça aussi, c'était un voyage intérieur. Ah, complètement, ouais. Je pense que c'est ça l'avantage d'ailleurs de l'aviron, c'est que c'est un sport que quasiment tout le monde peut pratiquer. On n'a pas besoin d'avoir des heures et des heures d'entraînement. Et du coup, on est concentré sur autre chose. La tactique à bord, elle est quasi néante, puisque de toute façon, le bateau va être poussé par les vents et les courants. C'est vrai qu'à bord, on garde un certain cap, mais en même temps, si on se retrouve avec des vents contraires pendant 48 heures, on fait marche arrière. Quand on est aux avirons, moi j'ai essayé de faire des quarts d'à peu près 6 heures, puis je me reposais 2 heures, puis je ramais à nouveau 6 heures. C'est long 6 heures quand on égrène chaque heure. Alors c'est pas comme un galérien, hein, je souquais pas comme une malade, mais on est là pour accompagner le mouvement. Et qu'on a réussi à accomplir, je sais pas moi, 40 000 dans la journée, on se dit, waouh, génial, j'ai fait 40 000 en 24 heures. Parce que les journées, c'est 24 heures, c'est plus les journées de 8 heures le matin à 23 heures le soir. Quand on a réussi à faire 45 000, on est super content, évidemment, parce que du coup, on calcule un petit peu quand même en se disant, tiens, je pourrais peut-être arriver vers cette date-là. Et puis d'un seul coup, un coup de vent et on recule de 50 000. Donc il y a un moment où c'est extrêmement révoltant. Et on aimerait garder le contrôle qui est celui qu'on a à terre, ou qu'on pense avoir à terre. Et au final, c'est cette acceptation qui est peut-être la plus difficile. D'être capable de se dire, je vais faire le gros dos, j'ai pas le choix, je vais attendre que ça passe. Un jour ou l'autre, les vents vont tourner et je repartirai dans le bon sens. On n'est pas ballotté par les flots, c'est pas vrai. On laisse les choses venir à nous. Et pour moi, ça a été vraiment un luxe et un privilège parce que je crois que ça n'arrive nulle part dans une vie de terrien. Jamais. Il y a quelque chose d'assez magique parce qu'on retrouve ses instincts. À savoir que plutôt que de regarder des cartes météo et d'essayer de voir ce qui va nous arriver dessus, on regarde le ciel. Et on réapprend, parce que moi c'est des choses que j'avais appris enfant, que je ne voyais plus quand j'habitais à New York parce qu'il y a une pollution lumineuse qui fait qu'on ne voit même plus les étoiles. Et d'un seul coup, on a toute cette voûte céleste. En plus, sur cette route, les étoiles sont tellement nombreuses que la grande ours, d'un seul coup, elle prend vraiment figure de grande ours. Et on redécouvre toutes ces espèces tout ce qui a fait, moi, mon enfance, tout ce qui a bercé mon enfance et qui est, pour moi, le véritable apprentissage et qui est du bon sens aussi. Parce qu'on regarde le ciel, parce qu'on voit une dépression arriver et parce qu'on vit un peu comme sans doute les anciens vivaient aussi, en regardant autour d'eux tous les éléments qui leur permettaient de savoir ce qui allait être demain. En 2001, pour cette première traversée, Anne Kéméré aura mis 56 jours pour rallier les Canaries aux Antilles. En 2004, elle décide de repartir pour une nouvelle aventure, une nouvelle transat, toujours à la rame, mais cette fois-ci d'ouest en est. Donc en 2004, on avait construit un nouveau bateau, puisque la route, pour le coup, est un petit peu plus compliquée, à savoir que
Canaries-Antilles, bon, on peut chavirer, mais c'est quand même plus rare. Sur l'Atlantique Nord, entre les États-Unis et l'Europe, tu sais que tu vas chavirer. Donc c'est encore une inconnue qu'il faut gérer. On a beau s'entraîner dans le port aux essais de retournement. Bon, quand on est pas loin du quai, qu'on s'amuse avec des bouts à faire tournicoter le bateau, tout va bien, l'équipe est là. Si jamais il y a un problème, on sait qu'on sera sorti de l'eau très vite. Quand on se retrouve sur les bancs de Terre-Neuve avec une purée de pois un peu plus épaisse que celle-là pendant 3 semaines, avec un vent froid, et que oui, on se fait taper par une jolie tempête tropicale, là, les conditions sont quand même très différentes. Quand on y est, on se dit, mais je suis maso, enfin, pourquoi je suis là ? Et en même temps, je pense que les moments difficiles sont largement atténués par la magie qu'on peut trouver à être sur l'eau et à se dire, quand on regarde la route sur la carte et qu'on voit qu'on fait ce petit périple, et je voyais les avions au-dessus de ma tête qui, eux, traversaient en 7 heures, quoi. Je les enviais pas. Je me disais, mais moi j'ai tout mon temps et je suis dans cet endroit improbable. Pour moi, ce qui a été le plus marquant, c'était oui, les bancs de Terre-Neuve, parce que Terre-Neuve, pour nous qui avons entendu et qui avons été bercés par des histoires de Terra Nova, je me disais, mais c'est vrai que, enfin, là j'ai pris toute la mesure de tout ce que les autres avaient vécu avant moi dans des conditions qui étaient bien plus difficiles. Ils sont aux bancs de Terre-Neuve, du Groenland ou de Mer Blanche 10 mois par an. C'est le froid, les embruns, les vagues, le poisson jusqu'aux genoux. On danse comme des fous sur une coquille de noix dans des creux de 4 mètres. On dérive dans le courant, dans le vent. En plus, il y a une vie marine qui est extrêmement riche. Les baleines à bosse dans la baie de Boston qui sont là, puisqu'on part en général au mois de juin. C'est une traversée qui se fait plutôt en été. Il y a une vie sous-marine extrêmement riche. Et là, d'un seul coup, on fait corps avec la nature. On est dedans. Et ouais, c'est très difficile à expliquer cette plénitude parce que je ne l'ai jamais retrouvée à terre. Là, quand on est au milieu de l'océan et qu'on sait que de toute façon, d'un côté Terre-Neuve, quand on quitte Terre-Neuve, après c'est la grande mer et il n'y a plus de côte pendant un sacré paquet de temps, puisque moi j'étais à peu près à Terre-Neuve au 50e jour et j'en ai mis 87. Donc il y avait quand même 40 jours de grande mer où les côtes sont extrêmement lointaines. On a l'impression d'être vraiment tout en émotion. Alors, on passe vraiment du rire aux larmes, de la peur à l'extrême confiance, en se disant que ça va le faire. Et puis une heure plus tard, on se dit, bah non, ça va pas le faire. J'ai pété un aviron. Enfin, j'en ai pété 2 d'ailleurs. J'ai été tapé par 2 tempêtes tropicales. Donc, quand on se retrouve avec 45, 50 nœuds et ce qui va avec de creux qui sont monumentaux, c'est des cathédrales qui se jettent sur nous. On se rend compte qu'on n'est rien. Et cette mesure-là, je ne l'ai jamais prise à terre. Jamais. Tu avais chaviré? J'ai chaviré plusieurs fois. Plusieurs fois. Hein. Ouais. Et à chaque fois, tu n'as pas eu d'appréhension, de peur, de... Comment t'as réagi ? Je dirais que c'est le premier chavirage qui est le pire, parce qu'effectivement, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Quand on voit que le bateau se retourne et se remet à l'endroit, on se dit, bon, bah déjà, tout va bien. On se tâte un peu de partout, on voit qu'on n'a rien de cassé, tout va bien. Et du coup, on attend le deuxième avec un petit peu plus de sérénité parce qu'on a vu que ça le faisait. Les seuls risques viennent de l'humain, viennent de déchets ou de containers qui ont été perdus en mer, de cargos éventuellement aussi, parce que sur les bancs de Terre-Neuve, quand on était en pleine brume, moi j'ai vu des ombres qui se profilaient sur bâbord et sur tribord, quand on a un Panamax qui ne nous voit pas. Donc pour moi, c'était les risques majeurs, c'était les collisions, ouais, les éventuelles collisions. Enfin, c'est sûr que j'aurais pas fait le poids. Une double traversée de l'Atlantique dans les 2 sens, en solitaire, à la rame, ça, c'est fait. Du coup, en 2006, Anne Kéméré se lance un nouveau défi. Lorsque je suis arrivée à Douarnenez sur les pontons, l'architecte qui avait conçu mon bateau d'aviron, un peu façon boutade, je pense, me dit 87 jours pour traverser l'Atlantique, enfin, tu t'es pas pressé, quoi. Tu pourrais peut-être aller un peu plus vite. Il me dit, j'ai imaginé une coque un peu planante d'un bateau qui serait équipé par une aile de kite
Et si ça te dit, moi je te construis le bateau, et puis tu te fais la traversée et tu repars sur cette route de l'Atlantique Nord. Comme ça, tu verras et tu seras capable de comparer lequel va plus vite entre les avirons ou le kite. Et donc l'architecte me dit, écoute, moi je pense qu'on peut être prêt, il ne nous faut pas plus de 2 ans pour être prêt. Donc si ça te dit, on y va. Et du coup, moi, mon sponsor qui était connétable à l'époque me dit, on te suit. Bon, j'avais le sponsor, j'avais l'architecte, finalement j'avais besoin de rien d'autre, donc je me suis dit, allez, go, c'est parti. Et là, je suis rentrée dans une dimension très différente parce que autant l'aviron, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse améliorer. Oui, on peut améliorer la glisse d'un bateau, mais sur 87 jours, est-ce que ça va faire la différence ? Je pense que c'est quand même la météo qui décide de la vitesse et du succès de la traversée. Et là, avec l'aile de kite, par contre, on rentrait dans une espèce d'innovation. Il y avait quelque chose de très innovant, puisque le kite, on est en 2006, même si ça existait déjà sur les bords de plage, c'était pas non plus le kite tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc l'idée du kite m'a bien plu, et c'est vrai qu'on a vraiment bien galéré, parce que je pense que certains en baie de Douarnenez où on s'est entraîné ont pas mal rigolé en nous voyant, parce qu'on a construit un premier prototype, on savait pas du tout où on allait. On a vécu des situations assez rocambolesques avec le kite qui se transformait en chalut, le bateau qui chavirait, donc on avait toujours la SNSM qui tournait autour de nous d'un œil bienveillant, l'air de dire bon, c'est quoi les clowns là qui font leurs tests. Et puis voilà, puis je suis partie en 2006, donc traversée de l'Atlantique. Donc je suis partie de New York et là j'ai mis 55 jours, donc c'est vrai que ça paraît très long aujourd'hui où on va très vite avec de grands bateaux, mais pour ce type de navigation, c'est vrai que c'était un chouette voyage parce qu'il a été hyper concluant. En tout cas, on a réussi à amener l'aile de kite en dehors de la plage et du simple engin de loisir. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Tant et si bien que je suis partie ensuite sur le Pacifique. Voilà. Voilà, parce que symboliquement, j'avais relié New York à la Bretagne par 2 fois, donc c'est bon, ça c'était validé. Et dans ma petite tête de marin, je pense que oui, l'idée du Pacifique, ça me titillait quand même. Dans mes voyages, quand j'étais aux États-Unis, j'étais beaucoup en Californie. Et du coup, le Pacifique, je le voyais. Et là, je me suis dit, tiens, un petit départ de San Francisco, ce serait quand même bien chouette. Je suis partie de San Francisco en kite, en route pour Tahiti. Le voyage s'est bien passé, puisque au tout début, ça se passait même très vite, jusqu'au moment où je me suis retrouvée dans ce fameux poteau noir. Et là, dans le poteau noir, c'est une situation assez particulière, puisqu'on est dans les zones de convergence intertropicale. Donc, soit c'est un grand calme et il ne se passe rien, c'est-à-dire que l'aile de kite ne peut pas voler, soit au contraire, c'est baston. Et c'est là où j'ai merdé, parce qu'après 10 jours à être encalminé dans ces zones un peu lugubres, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de vie animale, on croise personne. Et il y a eu un coup de vent, j'ai été un petit peu gourmande et ambitieuse et j'ai sorti ma plus grande aile. Et puis une partie du pont s'est arrachée avec la poulie qui retenait l'aile. Donc là, je me suis dit, voilà, le voyage se termine. J'ai eu de la chance dans mon malheur puisqu'il y avait un ouragan dans le nord du Pacifique et donc les cargos qui normalement faisaient route vers San Francisco ont été légèrement détournés. Non, là c'était même ceux qui passaient Panama, sont descendus, qui passaient le canal, sont descendus un peu plus au sud. Et du coup j'ai été récupérée par un cargo. J'ai vécu une expérience incroyable. Je sais pas, je pense qu'on est assez nombreux à avoir rêvé de pouvoir embarquer sur un cargo, mais de façon, il y a des gens qui le font en passager, mais dans ce cas-là, on est un peu touriste, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, j'étais une rescapée, récupérée donc par cet équipage de 28 hommes, et qui me dit, si tu veux, nous on fait route sur Panama, on passe le canal, donc on te dépose à Panama. Ouais, ok, d'accord, ça faisait un peu bateau stop. Donc il y en avait pour une dizaine de jours à peu près. Et puis chemin faisant, donc évidemment, j'étais un peu traitée comme une reine à bord.
Bon, j'étais en passerelle, évidemment, les GPS, tous les engins, les AIS, tout ça, c'est 10 fois plus gros que ce que je pouvais avoir à bord de mon bateau, donc c'était un peu magique. Et puis, comme il n'y a pas grand-chose à faire sur ces bateaux-là, à part de la surveillance, mais c'est vrai que les officiers ont commencé à me raconter leur vie à bord, puis comment ils utilisaient les différents les instruments embarqués. Et puis à un moment dans la conversation, je leur dis « Mais c'est quoi votre escale après le canal? Vous allez où ?» Et ils me disent « On va à New York. » Je dis, est-ce que vous ne pourriez pas me déposer à New York plutôt que, d'une part, ça me permettrait de passer le canal, que je n'ai jamais passé, et ça, je trouve ça assez magique. Et puis New York, on avait prévu d'arriver le 25 décembre, ma fille était là-bas. Je me dis, ce serait super comme cadeau de Noël, ma présence là-bas, ce serait plutôt sympa. Et donc on arrive à Panama. Et puis là, il y a eu un petit problème technique à bord du cargo, donc on s'est retrouvé coincé un petit moment. Et puis on a passé ce fameux canal de Panama. Et là, c'est incroyable, parce que c'est le périph', les bateaux se suivent comme sur le rail de Ouessant, à la queue leu-leu. Donc le moindre bateau qui a un problème, comme c'était notre cas, est écarté, mais après ça, il faut retrouver la fenêtre de vol et s'emboutiquer au bon moment. Et après, mais tout se règle au millimètre près. C'est comme les documentaires qu'on a pu voir, sauf que c'est grandeur nature et c'est absolument fabuleux. Donc on monte toutes les écluses et puis hop, on redescend de l'autre côté. Je suis arrivée à New York le 1er janvier. J'ai donc raté Noël, mais c'était pas grave. Et ce qui était fabuleux, c'est que comme j'étais sur le Pacifique, lorsqu'ils m'ont récupéré, évidemment, j'étais en maillot de bain, il faisait très chaud. J'étais dans l'hémisphère sud, donc j'étais en plein été. Et j'arrivais à New York, il faisait quand même moins 15. Et donc, tous les hommes d'équipage ils ont tous été chercher dans leur petit sac de voyage, qui m'a offert des gants, qui m'a offert une paire de chaussettes, des bonnets, que j'ai encore. Mais c'est toujours avec vachement d'émotion que je mets mes gants et que je mets ma chapka. Il y en avait un qui tricotait des chaussettes à bord et il m'a offert une paire de chaussettes. Et j'espère qu'elles ne mourront jamais, ces chaussettes, mais pour moi, c'est des souvenirs. Et c'est là où je me suis dit, mais finalement, ça veut dire quoi un échec ? C'est vraiment là où j'ai pris, parce que c'est vrai qu'au départ, lorsqu'ils sont arrivés, les quelques premières heures à bord, pour moi, c'était le premier échec que je vivais. Et c'était un échec cuisant quand même, parce que là, pour le coup, j'étais persuadée que ça allait le faire. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que non, ça ne pouvait pas être un échec. Tout ce que j'avais vécu, cette rencontre avec ces gens absolument incroyables, découvrir la vie à bord d'un cargo, mais de façon... moi, je réussissais presque à me faire invisible, donc ils m'avaient oublié au bout d'un moment. Et puis, ce qui était très, très curieux, c'est qu'au tout début, les hommes me regardaient bizarrement, et le commandant, un jour, m'explique que quelques jours après le départ, un des gars à bord s'est suicidé, s'est jeté à l'eau. Et quand ils m'ont repêché, pour certains, ils avaient l'impression que l'océan leur rendait ce qu'il leur avait pris. Et donc, c'était très étrange. On a eu des conversations un peu mystiques par moments, mais que j'ai comprises parce que pour eux, c'est extrêmement violent. Quand on est un équipage, qu'on vit dans un endroit clos comme ça, où on est ensemble, un élément qui disparaît et qui est avalé par la mer, parce que de toute façon, même s'ils avaient fait demi-tour avec les turbines, ils n'avaient aucune chance de le retrouver. Et subitement, la mer leur rendait. Donc je pense qu'ils essayaient de trouver à travers moi quelque chose peut-être qui aurait pu s'assimiler à cette personne qui s'était jetée à l'eau. Donc ça a été vraiment un voyage étonnant. Et après ça, moi, quand je suis arrivée à terre, j'ai jamais pu voir ça comme un échec. Et c'est ça l'aventure, je pense. Et là, j'ai vraiment pris la mesure de l'aventure. C'est pas de se dire, voilà, j'avais prévu d'aller du point A au point B. Non, j'ai prévu de partir du point A, mais la vraie aventure, c'est de ne pas savoir où je vais arriver. Je vais arriver, mais j'espère surtout que le chemin ne sera pas celui que j'avais dessiné à l'origine. Et à partir de ce moment-là, je crois que mes aventures ont vraiment pris ce sens-là. Donc, 3 ans plus tard, je suis repartie. Donc on est en 2011. 2011. 2011, je pars en kite. Et là, du coup, je me dis, bon,
j'évite le poteau noir, je pars directement de l'hémisphère sud, je pars du Pérou. Pérou, la Polynésie. Et je pars au moment, mais ça je ne le savais pas encore, je pars en mars 2011. Et ça faisait 4-5 jours que j'étais partie, lorsque je reçois donc un appel de mon sponsor qui me parle de cet accident qui venait d'avoir lieu à Fukushima, et qui me dit « Attention, on parle d'un tsunami sur les côtes péruviennes. Tous nos bateaux, puisque là j'étais avec Adrien, qui avait des pêcheries au Pérou, tous nos bateaux sont partis au large parce que c'est au large que tu seras en sécurité. Toi, il faut vraiment que tu traces ta route. Et là, on est coupé. Donc bonjour le stress. Pouf, la communication est coupée. Alors, avec l'Iridium, c'est quelque chose qui arrive quand même très très souvent. Et on m'avait dit, tu verras sur le Pacifique, il y a des zones un petit peu floues où tu risques de ne pas avoir de communication, tu n'auras pas les ondes. Ok. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça, mais en même temps, nouvelle d'une centrale nucléaire qui vient de péter, un tsunami, c'est pas très rassurant comme nouvelle quand on vient de partir. 14h46 au Japon, un séisme de magnitude 8,9 sur l'échelle de Richter. Des vagues géantes s'abattaient sur les côtes de Sendai. Elles mesuraient jusqu'à 10 mètres de haut, charriant avec elles tout ce qui était sur leur passage. Je réessaye de téléphoner, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, 1 jour plus tard, 2 jours plus tard, puis au bout d'une semaine, force est de constater qu'il n'y a plus de communication. Et là, je me dis, voilà, mon voyage, je le ferai seul. Et en même temps, c'est assez étrange parce que, autant aujourd'hui, on ne peut pas partir sans communication. D'une part, parce qu'on a des partenaires qui sont là et qui ont besoin de communiquer, évidemment, on le voit à travers les grandes courses. Et puis, on a aussi de la famille qui a besoin de savoir si on va bien. Alors à bord, j'avais une balise Argos, qui fait que mon père, qui est un marin, connaissait, puis il avait fait les entraînements avec nous, il connaissait donc le bateau, il savait que la route que je faisais, le point a été fait toutes les 24 heures, je crois, ou toutes les 12 heures, il savait donc en fonction des différents points que le bateau était mené par moi, parce que sinon il serait parti complètement à la dérive, ce qui n'était pas le cas. Donc lui déjà a rassuré tout le monde, sauf qu'il ne savait pas plus. Et moi, c'est ce qui m'inquiétait le plus, de me dire, mais comment je peux... moi, ce qui m'a vraiment pourri la vie, c'est de ne pas pouvoir dire aux gens, je vais bien, je vais continuer ma route, mais je n'ai pas besoin de communication pour avancer. Sauf que j'avais aucun moyen de le leur dire, et je n'ai croisé personne sur la route, mais absolument personne. Et donc ça a été un voyage étonnant parce que donc j'ai mis 78 jours, et donc j'ai eu un peu plus de 60 jours sans communication. Et c'était... encore une fois, une expérience incroyable parce que je pense que j'ai vécu la vraie solitude, justement. On regarde autour de soi. Moi, j'étais très basse sur l'océan, donc mon horizon doit faire peut-être 3-4 000, 5 000 maximum. Et il y a peu d'animaux, donc il y a vraiment ce sentiment de disparaître par moment et de se dire, et avec cette idée, parce que évidemment, la fatigue aidant, on mange moins bien, enfin il y a plein de choses qui font que notre raison n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on a en temps normal à Terre. Et moi j'ai commencé au départ à me faire des schémas, genre peut-être la Polynésie française n'existait plus parce que le tsunami avait rayé la Polynésie de la carte, enfin voilà, ce genre de délire en me disant peut-être qu'il faut que j'économise un peu ma bouffe parce qu'il va falloir que j'aille jusqu'en Australie, enfin jusqu'au moment où je me suis dit, on va arrêter tout ça et tu vas vivre au jour le jour, on verra bien. Et à partir de là, le voyage a été merveilleux. Parce que j'étais seule, mais vraiment seule. Et j'ai goûté à quelque chose, encore une fois, que je ne pourrais jamais goûter à terre. Et c'est des moments de communion avec la nature, il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus d'angoisse. Parce que de toute façon, voilà, je suis là. Personne ne peut rien pour moi, donc il faut croire en sa bonne étoile, retrouver vraiment suffisamment de pêche pour que le mental continue à nous faire avancer et trouver à chaque fois dans la journée des petits moments de bonheur ou des petits moments de plénitude qui font qu'on se dit faut que j'en profite parce que ça ne durera pas. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu ce voyage. L'aventure ne s'arrête jamais pour Anne Kéméré. Elle repartira ensuite pour tenter de faire la traversée du passage du Nord-Ouest en kayak, par 2 fois, en 2014 et en 2018, sans succès.
Tu sais quoi, Anne? Dis-moi, Jérôme. Ça serait quand même dommage de pas aller faire un tour et puis qu'on termine cet entretien en étant en bord de mer, dans ton élément. Au plus proche de la mer. Allez, on est parti, on va aller faire un tour. T'es attaché à cet endroit-là, la Bretagne et... Le bout du monde plus particulièrement, parce que souvent quand je suis sur la digue, je regarde là devant moi et je me dis c'est fou, cet océan, je l'ai traversé. Il est le début et la fin de quelque chose à la fois, donc il a cette magie-là. Ouais. Moi, je suis pleinement heureuse ici. Eh ben, ça fait bien plaisir. Merci beaucoup, Anne. Merci. Histoire salée. Le podcast mer de France Bleu Brésil.